Nous sommes de retour avec nos invités, Louis Magloire Kemayo, Napokura Francisco et Credo Tété. On va maintenant parler du Soudan, où l'ancien dirigeant Omar El-Béchir va être remis à la Cour pénale internationale, a indiqué mercredi la ministre soudanaise des Affaires étrangères. Un ex-gouverneur et un ancien ministre de la Défense seront eux aussi rendus au tribunal international. Tous sont soupçonnés de génocide et de crimes contre l'humanité au Darfour. Louis Magloire, qu'est-ce qui a finalement motivé le gouvernement soudanais à livrer Omar El-Béchir surtout? Ça s'appelle refiler la patate chaude à quelqu'un qui va gérer le dossier à ta place, parce que je ne vois pas d'autre explication que celle-là. Est-ce qu'on va m'expliquer aujourd'hui que le Soudan est un pays tellement affaibli et diminué qu'il ne peut pas lui-même mettre à contribution sa justice pour régler un problème comme celui du génocide qui a eu lieu dans le Darfour? Je suis très loin de l'imaginer. C'est vrai que le pays subit un embargo depuis plusieurs années et que cet embargo produit des effets très négatifs sur son économie, mais c'est pas sur sa justice. Sa justice continue de fonctionner. L'État continue de fonctionner. Et donc je pense que le linge sale aurait dû être lavé en famille, soit au Soudan, soit à travers une cour ad hoc qui aurait pu être créée, comme dans le cas de Hissène Habré au Sénégal, pour juger Omar El-Béchir sur le continent africain. Parce que je continue de penser que la justice, pour qu'elle soit rendue, doit être le plus près possible des acteurs et des victimes. Et dans le cas de la Cour pénale internationale, elle a un rôle d'épouvantail qui fait qu'aujourd'hui, avant de commettre des atrocités, les agents de la sécurité publique et les gouvernants ils réfléchissent à deux fois avant de se lancer. Mais ce rôle d'épouvantail-là doit rester juste un rôle d'épouvantail et ne servir, en fin de compte, que si le pays est dans une incapacité de rendre lui-même la justice. Or, dans le cas du Soudan, je continue de penser que la justice aurait pu être rendue soit au Soudan, soit dans un pays voisin ou dans un pays du continent africain capable d'accueillir cela. On ne va pas m'expliquer qu'il n'y a aucun pays africain aujourd'hui capable d'accueillir une cour pour juger une personne comme Omar El-Béchir. On a vu dans le cas de la Tanzanie, le tribunal qui avait été créé spécialement pour juger les criminels du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc je pense qu'on pouvait créer exactement la même chose sur le continent africain et confier le dossier de Omar El-Béchir à cette cour-là pour que le traitement du dossier se fasse dans la sérénité et que ça ne pose pas de problème de visa ou de déplacement par rapport aux victimes qui auraient besoin de venir faire entendre leur doléance auprès des juges. La justice, Credo Tété, la justice soudanaise, fut-elle ses responsabilités? La justice africaine est-elle incapable de juger Omar El-Béchir? Non, mais moi, je serais d'accord avec toi si tu avais le courage de faire une phrase affirmative que de faire une phrase interrogative. Bien que tu sois convaincu, mais tu as toutes les excuses parce que tu es dans ton rôle d'animateur. Mais moi, je crois que c'est ça la réalité. En fait, c'est une expression de lâcheté, d'incapacité et disons, de fuite de responsabilité. Les gens ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Que vaut aujourd'hui la justice soudanaise si elle ne peut pas juger son concitoyen, son citoyen? Donc, je crois que l'idée même de... Peut-être pas sur les crimes au Darfour, il a été jugé sur d'autres affaires. Non, mais il a été jugé sur d'autres affaires. Donc, c'est dire qu'il y a des compétences au niveau de la justice. Donc, on peut toujours apprécier. Donc, on peut dire qu'il y a pression au niveau de la Cour pénale internationale. Vous savez, la Cour pénale internationale n'a son domaine de définition viable que lorsqu'on a des Africains qui logent chez eux. Ouais. Donc, nous avons toujours en mémoire, disons, le passage de Laurent Gbagbo. Donc, vous voyez, de Jean-Pierre Bemba, Charles Taylor est là-bas. Donc, vous voyez... Uhuru Kenyatta, le président Uhuru Kenyatta, oui. Donc, vous voyez, ça donne de la vivacité à la CPI, mais ça donne également du crédit à la CPI pour dire, pour faire semblant comme s'ils sont en train de faire quelque chose. Donc, vous avez vu, mais on a vu Nicolas Sarkozy, l'histoire de Nicolas Sarkozy. La mayonnaise de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il a inquiété? Mais on a vu d'autres leaders occidentaux qui ont fait des bêtises humaines, mais ils ne sont jamais allés là-bas, tout simplement parce que leur pays disent qu'ils ont les outils pour les juger, les outils pour essayer de rendre justice dans leur pays. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous allons nous empresser soit pour on n'a pas les outils.
Non, les intelligences sont là, les capacités sont là, les potentialités sont là. Mais on veut plaire tellement aux colons qu'on s'empresse pour jeter dans la gueule du lion nos compatriotes. Omar El-Béchir, donc ce n'est pas un vulgaire citoyen, donc il a eu à assumer des responsabilités avec ses hauts et bas, ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. Oui. Mais je crois qu'il y avait une justice. Et ceux qui sont là aujourd'hui l'ont même servi à un moment donné. Oui, et là, je voudrais aller à la suite de ta question sur la piste de la traîtrise politique. Vous savez, Omar El-Béchir est dans le pétrin aujourd'hui, donc lui aussi n'est pas blanc que neige, oui. Mais c'est parce que l'Occident ou bien les Occidentaux se sont servis de ceux qui sont aujourd'hui les actuels dirigeants du Soudan pour arriver à leur fin, parce que le gars leur avait tenu tête. Et vous savez, dans ces genres de situations, il faut avoir un peu de recul pour mieux apprécier. Donc on ne va pas se jeter à l'eau comme ça, mais moi je crois que le fait que le Soudan ait décidé d'envoyer Omar El-Béchir, donc c'est obéir à une certaine loi qui est cachée. C'est pourquoi je parlais de pression. Oui, la pression, mais je crois qu'on sait gérer la pression. Si on essaie de juguler les stress, donc on peut gérer également la pression. Donc on peut dire que non, nous avons les instruments juridiques, donc on peut juger Omar El-Béchir chez nous. Si vous n'êtes pas convaincu, venez voir. Mais quelle est cette propension même d'envoyer systématiquement les Africains au niveau de la CPI? Et vous savez, le mauvais boulot au niveau de la CPI est fait par des Africains. Non, l'histoire de Bensouda, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, mais moi je dis, c'est une tristesse pour l'Afrique, parce qu'elle a joué un rôle assez nauséabond, qui va suivre, disons, sa génération, parce qu'elle a été utilisée. Si vous rentrez dans les confidences avec Charles Blé Goudé, donc il vous dira, le premier jour de son déferment à la prison de la Haye, il vous fera cette confidence. Le premier jour où Mme Bensouda, Fatou Bensouda, est venue rencontrer Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'il a dit à Charles Blé Goudé? J'en fais économie. Mais ce n'est pas dans l'avantage de Charles Blé Goudé, mais c'est de plonger Laurent Gbagbo. Mais Patriote, il ne l'a pas fait. Donc c'est dire que c'est une cour pénale internationale qui est érigée juste pour servir le colonialisme qu'on veut perpétuer. Même si aujourd'hui on nous parle de la démocratie, donc il faut qu'on réfléchisse. Les pays africains doivent réfléchir à contextualiser la démocratie. Certes, la démocratie avec les brimades, nous dénonçons cela, mais est-ce que nous savons ce qu'on met dans la démocratie? Est-ce que c'est tout qu'on doit prendre? Donc nous devons réagir. Donc c'est là où je voudrais interroger la conscience de nos leaders, de nos hommes politiques, pas seulement de nos autorités, de nos dirigeants, de nos leaders, ceux qui aspirent à gouverner nos pays, mais ils doivent avoir également pour rôle de faire cet exercice intellectuel. Donc c'est ce qui manque. On pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en odeur de sainteté avec tel adversaire politique, donc le mieux c'est de lui créer des ennuis, c'est de l'envoyer à la CPI, parce qu'on est sûr, avant que la procédure ne finisse, donc il a déjà fait au minimum 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc vous pensez faire du mal à cet individu, mais vous savez, Dieu va le protéger. Et vous faites du mal, vous exposez votre anus. Pour le cas El-Béchir, pourquoi ne pas décalquer l'exemple de Hissène Habré comme lui, Magloire Kemayo, l'a dit tout à l'heure? Non, bon, peut-être parce que la CPI est présentement en chômage. Et ils ont besoin de quelqu'un. Donc je crois que c'est Omar El-Béchir qui est presque au soir de sa vie. Parce que quand même, c'est un monsieur très, très âgé. S'il faut le traîner comme dans le cas de Gbagbo, peut-être qu'il va pouvoir subir ce procès jusqu'à la fin. Vous savez, Fatou Bensouda, il a dit, il a été même au cadre sous Yaya Jammeh, mais Jammeh est où? Jammeh quelque part en Guinée équatoriale, en train de faire sa vie, sa Java là-bas, bien sûr, si on ne le voit plus sur les écrans. Mais Bensouda et l'autre, le plus procureur de la CPI. Oui, ben justement, elle devait commencer aussi par là, au moins faire inquiéter, si elle-même ne se reproche peut-être de rien. Vous savez, le cas Soudan, en fait, on attribue tout à comment il s'appelle, Omar El-Béchir, parce qu'il a été président, mais tout le monde a contribué à piller le Soudan.
Sur le Darfour, c'est vrai, la CPI a quand même une documentation avérée avec des images et autres, parce que là, ce qui s'était passé là-bas, et parfois c'est tout un virage qui est brûlé. Les gens étaient amputés, exécutés, brûlés. Lui, il est pris parce qu'il est le donneur d'ordre. Ah ben justement, la responsabilité... On parle également de deux autres personnalités, l'ancien ministre de la Défense et un gouverneur. Oui, la responsabilité ne se partage pas en termes de gouvernance. Maintenant, s'il y a d'autres personnes également qui étaient au charbon, qui exécutaient tout, on ne peut que les mettre également. Vous allez voir peut-être au procès, les témoins vont citer encore d'autres personnes qu'on aura certainement à appeler. Mais l'Occident, les Américains, tout, ils ont beaucoup pillé le Soudan. Ils ont beaucoup pillé le Soudan jusqu'à participer à la scission du Soudan, qui était le plus vaste de l'Afrique. Ils se sont arrivés quand même à diviser ça en deux. Et ça continue. On a parlé des cas Sarkozy. La dernière fois, on l'a vu encore en Guinée aux côtés de Alpha Condé. Il est en Côte d'Ivoire quand il veut, il circule en 2 avions, mais alors qu'on nous a dit, la justice française nous a dit qu'on l'a présenté comme un voyou. Oui, effectivement, il a été jugé pour des mensonges et vous voulez parler de l'affaire Paul Bismuth. Oui. Entre autres. Oui, mais il y a d'autres. Il y a l'affaire Kadhafi, il y a l'affaire même Bolloré qui n'est pas encore fini. Le financement de sa campagne. Le financement de sa campagne. Et tout ça là, ça continue. Mais c'est lui qui circule en des avions. Vous le voyez, il est très content. Il s'agite aux côtés de nos chefs d'État. Il y a les Bush qui ont mis l'Irak, tout ça là dans le désordre. Et vous voyez même ce qui est en train de se passer. Pour l'Amérique, on peut comprendre. Non, mais pour l'Amérique, on ne peut pas. Ils sont allés. Même s'ils ne sont pas signataires, le Soudan non plus n'est pas signataire. Le Soudan n'est pas signataire. Et puis ils sont allés même jusqu'à les Américains à protéger même leurs soldats avec des lois. Que même, c'est-à-dire que quand ils vont sur le champ, là, tout ce qu'ils commettent comme bavure, ils peuvent rentrer et personne ne va les poursuivre. Donc, vous voyez, c'est les Africains, comme on le dit, nous avons des justices politiques. Si c'est quelqu'un qui sort pour une manifestation, on peut le juger. Mais pour des cas comme ça, on préfère se débarrasser du colis encombrant comme Gbagbo on l'avait fait en tout temps. Ou Jean-Pierre Bemba. Voilà, Jean-Pierre Bemba également. Tous ceux qui ont traversé cette histoire-là. Alors qu'on pouvait, la justice locale, puisqu'ils ont déjà ils ont jugé. Personne n'a une fois tenté soustraire ce monsieur de la justice. Oui, le gars est déjà passé devant les juridictions. Là où il est en prison. On n'a jamais appris qu'on est venu pour le soustraire de la prison ou bien pour le sauver, ou bien il y a des soulèvements. La population a besoin... Et puis voilà, donc le cas maintenant de déplacer ce procès pour aller à La Haye, cela veut dire qu'ils vont éviter que certains témoins viennent s'exprimer. Parce que c'est difficile maintenant de déplacer les gens et que des gens acceptent aller vers ce tribunal. Donc on aurait pu faire quelque chose comme ce qui a été fait au Sénégal, mais il faut aussi reconnaître que nos juridictions aussi, parce que pour juger Hissène Habré, c'était pas facile, parce que parfois, mais si on ne met pas, quand on sort les budgets, les budgets, plusieurs fois, voilà. C'est à cause aussi de cela. Oui, mais à partir du moment où on a eu des cas en Tanzanie pour le Rwanda, au Sénégal pour Hissène Habré, ça veut dire que nous avons déjà une expérience en la matière. On peut, en rapprochant les deux budgets, les deux réalisations, pour tirer un juste milieu. Oui, un juste milieu et ne pas laisser un procès durer pendant 1 an, mais ils peuvent le faire en réunissant tout et les juges qui font faire le travail. Lui, Magloire Kémayo, avec vous et surtout pour nos chers amis toujours scottiers, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé au Darfour et qui a fait plus de 300 000 morts et on dit 2,5 millions de déplacés? C'est qu'il y avait des miliciens Janjaweed, ce sont des miliciens qui vont à chevaux et qui ont massacré les populations dans ces zones-là. On ne peut pas utiliser un autre terme. Elles ont semé la terreur, elles ont massacré pendant de nombreuses années. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout ce qui s'est passé dans le Darfour, qui était punissable,
l'Union européenne a quand même signé un accord avec le Soudan pour qu'il soit une espèce de hub où on pouvait rassembler les migrants qui voudraient passer pour aller en Europe et après les dispatcher soit dans des pays voisins, soit en prendre une petite quantité pour l'Europe, ou alors les renvoyer dans leur pays d'origine. Nonobstant tout ce qui s'est passé, nonobstant l'embargo qui est encore actif sur le Soudan. Donc je pense que ce n'est pas pour des raisons de respect des droits de l'homme que l'on est en train de faire ce procès. C'est que pendant de nombreuses années, pendant au moins une dizaine d'années, Omar el-Bashir a nargué la Cour pénale internationale. Et ça doit être lavé. L'honneur de la Cour pénale devait être lavé. Et c'est pour ça qu'ils l'ont transféré à la Cour pénale internationale. Je ne pense pas que ce soit par rapport au sort des personnes qui vivaient dans le Darfour que cela a été fait. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que Omar el-Béchir est venu au pouvoir au Soudan par un coup d'État. Et après qu'il soit parti, après qu'il ait obtenu le pouvoir, il a quand même hébergé un certain nombre de terroristes, dont Carlos, qu'il avait réussi à transférer après en Europe, en France, où il est toujours en prison. Et n'oublions pas non plus qu'en rapport avec les États-Unis, les attentats du 11 septembre, avant qu'ils aient lieu, les tours jumelles avaient déjà subi un premier attentat qui avait été ourdi depuis le Soudan. Donc l'historique des attaques fait que le Soudan, sous Omar el-Béchir, était une cible prioritaire. Il faisait partie des États voyous dans la manière dont George Bush considérait les pays qui n'étaient pas alignés dans la diplomatie américaine. Le Soudan faisait partie des États voyous. Et donc, ça fait qu'il y avait un contentieux, au-delà du problème dans le Darfour, qui était un contentieux direct entre les dirigeants et Omar el-Béchir. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, à un certain moment, a demandé à quitter la Cour pénale internationale parce qu'on lui avait demandé de ne pas permettre à Omar el-Béchir de venir dans son pays sans que les autorités judiciaires du pays l'arrêtent pour le transférer à la Cour pénale internationale. Donc je pense qu'on ne doit pas juste s'arrêter sur le fait qu'il y a eu des exactions. Des exactions, il y en a partout. En Nouvelle-Calédonie, quand on a tué Tibaou, je ne suis pas certain qu'on a respecté les droits de l'homme, qu'on lui a dit tous ses droits avant de l'assassiner, Jean-Marie Tibaou. Je pense également que quand vous prenez la guerre en Irak, que vous prenez la guerre en Afghanistan, ou que vous prenez encore plus près de nous la guerre au Mali, toutes les règles ont été respectées. Je ne cite pas le cas de la Libye, qui a été mise aujourd'hui dans un état de non-état et sur laquelle personne ne répond. Donc je pense qu'avant d'attaquer le Soudan et d'attaquer en l'occurrence Omar el-Béchir, on devrait ouvrir tous les dossiers. 2 dossiers en Asie qui sont d'actualité. La Birmanie. Vous pensez qu'en Birmanie, il ne se passe pas des choses graves? Personne actuellement n'est inquiété. Vous prenez les Ouïghours avec la Chine. Personne n'inquiète la Chine. Je ne dis pas ça pour excuser qui que ce soit. Je dis cela juste pour exprimer le fait que aujourd'hui, les pays africains ne devraient pas se sentir obligés de justifier l'existence de la Cour pénale internationale. Ils sont les plus nombreux à avoir ratifié le traité de Rome qui instaure la Cour pénale internationale, mais ils ne sont pas obligés de continuer d'alimenter la machine. Ce qu'ils peuvent faire, c'est comme dans le marché de l'emploi. Vous demandez à un jeune étudiant qui vient de sortir d'université, tu n'es pas capable de faire le métier parce que tu n'as aucune année d'expérience. Mais où aura-t-il son expérience s'il ne se frotte pas au marché du travail? Et aujourd'hui, les justices africaines sont confrontées à cela. On estime qu'elles ne sont pas bonnes parce qu'elles ne sont pas rompues à ce type d'exercice. Mais si on ne leur confie pas régulièrement ce type de dossier et qu'on les délocalise tous vers la Cour pénale internationale, et dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a vu à quel point la Cour avait été incompétente à rassembler les preuves pour juger à la fois Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Si on continue de traiter les justices africaines comme des justices immatures, incapables, elles le resteront pendant longtemps. Je crois qu'il y a une nécessité de renforcer les capacités en sollicitant davantage les juges, en leur donnant davantage de dossiers et en leur permettant justement de se frotter à des réalités auxquelles ils auront affaire aujourd'hui d'abord et demain encore plus. Et donc ça fera qu'au fur et à mesure, elles monteront en compétence et nous ne serons plus obligés d'envoyer tous les justiciables à la Cour pénale internationale de La Haye. Ça, c'est un dossier qu'il est possible de régler. Et si on me dit que c'est pour des problèmes d'argent, si on ne trouve pas de l'argent pour faire une cour ad hoc en Afrique, je ne sais pas où on trouve le même argent pour faire une cour ad hoc
au niveau de la Cour pénale internationale. C'est une cour permanente, elle n'est pas ad hoc. Mais où est-ce qu'on trouve l'argent pour la faire tourner? Donc je pense que si on trouve de l'argent pour la CPI, on devrait pouvoir en trouver pour créer des cours ad hoc dans nos pays. Credo, quand on voit le développement de Louis Magoula Kemayo, on peut finalement dire que la Cour pénale internationale, c'est finalement la Cour pénale africaine. Oui, je crois que nous sommes unanimes sur ce plateau, donc nous dénonçons, parce que c'est une cour qui est mise en place et qui donne l'impression d'être seulement une cour qui va juger les Africains. Et malheureusement, nos États africains aussi prêtent le flanc. Nous avons des juges compétents en Afrique, donc nous avons de la compétence en matière de justice en Afrique. On fasse confiance à ces juges et nous allons voir que ça va s'exprimer. Mais vous savez, c'est comme si on tient les États africains, on continue par tenir les États africains quelque part. Et l'existence, la mise en place même de la CPI ne fait que corroborer toutes les idées négatives que nous avons sur les Occidentaux, sur les Européens, parce qu'il y a toujours ce besoin de domination. Si dans votre pays, on n'arrive pas à s'extasier, donc il va falloir qu'au niveau de la CPI, qu'on vous fasse fléchir, qu'on vous fasse taire. Et vous savez, moi, l'image de la CPI, donc c'est comme le fonctionnement de DHL. C'est comme le fonctionnement de DHL. Nos États envoient le colis, ils paient le transfèrement, et puis le colis arrive à destination. Et la destination, c'est ce pays. Qu'est-ce qu'on fait de ce colis? Donc ça ne nous intéresse plus. Mais nous oublions qu'en matière de l'histoire même de la colonisation, donc ça a été dans le sens un peu ambigu, où on a voulu faire instaurer cette justice deux poids, deux mesures sur nos territoires, mais avec nos réalités, la contextualisation de nos vécus, ça n'a pas pu prospérer. Maintenant, les Blancs ont été subtils, donc ils se sont dit, si nous n'arrivons pas à manipuler les justices au niveau pays Afrique, donc il va falloir qu'on crée quelque part une autre cour où on va beaucoup plus intimider nos États, on va intimider les dirigeants qui essaieront de leur tenir tête. Et vous savez, Louis a dit, Omar et Béchir, lorsqu'il était vraiment Béchir, donc nous tous, nous avons vu comment il a tenu tête. Et comment il avait humilié même et minimisé cette cour. Donc aujourd'hui, la satisfaction donné, malgré l'interdiction de voyager, il voyageait même. Oui, la satisfaction de la CPI aujourd'hui, c'est que sous l'image de DHL, le colis est arrivé à destination. Donc Béchir est ce colis que DHL a transbordé. Et DHL aujourd'hui, dans l'image, c'est le Soudan. C'est les autorités actuelles. Donc ils ont transféré le colis. Et c'est la seule satisfaction que la CPI peut en tirer. Et vous allez voir que ce procès sera un éternel recommencement. Ça ne va pas prendre fin. Parce qu'il faut faire taire Omar Béchir. Et ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fortuit qu'on l'ait déjà épuisé dans son pays. Et qu'on dise aujourd'hui que la justice qu'il a défiée, c'est cette justice qui va également le juger. Donc vous voyez, donc on a tellement passé assez de temps pour agir sur sa psychologie que ce n'est pas, moi je ne serais pas surpris qu'on me dise qu'une fois le transfèrement fait, quelques mois après que Béchir passe de vie à trépas. Donc peut-être que c'est l'objectif caché de ces détracteurs. Mais là, la responsabilité sera éternelle pour les actuels dirigeants. Parce que si on peut beau tout reprocher à M. Elmar Béchir, mais tous ceux qui sont aujourd'hui à la manette de la politique soudanaise ont contribué à la politique même de M. Béchir, même si cette politique est aujourd'hui décriée parce qu'eux, ils ont vite fait de nouer des liens vraiment obscurs. Alors, le cabinet ministériel, ça c'est pour Louis Magoula Kemayo, soudanais, a voté la semaine dernière en faveur de la ratification du statut de Rome de la CPI. Vous l'avez dit tout à l'heure que le Soudan n'a pas ratifié à ce statut de Rome. Finalement, Napo Koura, c'est pour le transfèrement de Omar El-Béchir que cela a été fait. Oui, ils ont acheté le timbre, payé le quitus de DHL pour le transfèrement. Si je m'aligne à ce que disait Credo Tété, les crimes, ce n'est pas seulement les présidents ou bien les anciens présidents africains. Les crimes continuent. Ça continue, on ne dit rien.
Donc on attend quand ça va se taire. Et puis bon, quand le rapport de force va changer, celui qu'on veut, on va demander. Peut-être que demain c'est Côte d'Ivoire, peut-être c'est l'autre qui ira à la place de celui. Il suffit qu'il soit prêt à acheter le timbre du transport et il va le transporter pour l'envoyer. Donc cette cour-là veut se venger. Je peux dire, on utilise le nom international pour se venger. On veut se venger de El-Béchir. Mais aussi, c'est une leçon aux gens qui sont au pouvoir actuellement pour qu'ils puissent diriger de sorte que lorsqu'ils finissent leur pouvoir, qu'on puisse les rencontrer dans les coins de rue, quand on va au petit marché de Parataou, qu'on puisse les retrouver marcher normalement. Mais est-ce que Béchir va venir à Parataou? Non, mais je dis que si par exemple, il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, je n'ai pas voulu dire qu'on se retrouve dans le supermarché et Ranco parce que en Europe, c'est le supermarché. Ici, c'est le petit marché de coin de rue qui nous intéresse. Mais tu as finalement dit ce que tu voulais pas dire. Mais il y a quand même des chefs d'État africains qui se fondent dans la foule. Vous prenez Olusegun Obasanjo. Mais Obasanjo, vous le voyez dans sa ferme, vous êtes heureux. Vous voyez comment ils sont. Bon, on n'est pas allé le voir, mais quand on voit dans la ferme ou bien même dans la rue, comment il est avec les gens. Goodluck également. On a vu le République démocratique du Congo. Le feu Rolich, Joseph Kabila. Ici. Oui, même Kabila aussi s'essaye. Qui a un moto. Oui, s'essaye. Lui s'essaye parce que ce n'est pas aussi évident. Voilà. Donc, il va falloir que les gens sachent qu'après le pouvoir, après la force, il y a la vie quelque part qu'il faut mener avec sa communauté. Parce que c'est de cette communauté que vous êtes parti, que vous avez grimpé les marches. On va terminer sur ce sujet en parlant également des deux autres pontes du régime qui seront remis à la CPI. Ils sont l'ex-gouverneur de l'État du Kordofan Sud, Ahmed Haroun, et l'ancien ministre de la Défense, Abdel Rachid Mohamed Hussein, recherchés pour les mêmes motifs. Oui, et je crois qu'il faut pas donner l'impression que les chefs d'État africains ne vont pas devant la justice. On a vu Jacob Zuma qui a fait un bras de fer et finalement il s'est rendu à la justice. Mais n'oublions pas qu'il y a eu avant cela Bokassa qui avait fait des pieds et des mains pour rentrer dans son pays afin d'y être jugé de tous les crimes dont on l'accusait et dont il disait qu'il était innocent. Donc n'estimons pas que ce n'est qu'à l'extérieur du continent africain qu'on peut juger les chefs d'État. On a vu dans d'autres pays des chefs d'État qui refusaient de passer devant la justice et qui insultaient les juges. Outrage à magistrats, c'est arrivé, y compris en France. Donc, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire comprendre que l'impunité ne doit pas être la règle. Mais une fois qu'on a dit que l'impunité n'est pas la règle, cela ne signifie pas automatiquement que pour qu'il n'y ait pas d'impunité, on doit envoyer les gens à la Cour pénale internationale. Moi, je crois que c'est cette dichotomie-là qu'il faut créer aujourd'hui pour que les gens comprennent que la démocratie, c'est également le fait de responsabiliser les gens dans leurs fonctions. Donc, s'il y a séparation des pouvoirs, que la justice est libre, que l'exécutif est libre, que le législatif est libre, laissons les mécanismes fonctionner tout seul. Mais si à chaque fois on soustrait les justiciables à la justice de leur pays pour les envoyer à la Cour pénale internationale, on ne rend pas service à la démocratie de ces pays-là. Et moi, c'est le point sur lequel j'insiste le plus. C'est important que la Cour pénale internationale fonctionne, mais ce qui devrait davantage fonctionner, c'est la démocratie endogène dans chacun de nos pays. Pour renchérir ce que lui vient de dire, il y a une justice aujourd'hui en Afrique qui a fait ses preuves. Je prends le Burkina Faso et qui demande l'extradition de François Compaoré. Aujourd'hui, c'est la France qui a rechigné jusqu'à finalement délivrer le transfèrement et maintenant c'est l'Union européenne qui bloque. Et on a peur que ce monsieur devrait être pas tué, torturé. C'est pas l'Irak. Oui, on se souvient que quand on a arrêté Saddam Hussein, c'était les Américains qui étaient sur place. Cela n'a pas empêché qu'il soit traité, qu'il soit jugé et exécuté. La peine de mort a été exécutée vis-à-vis de Saddam Hussein en Irak. Donc le Burkina réclame qu'on extrade et François Compaoré, qu'il soit jugé parce qu'on a besoin de savoir de quoi est mort Norbert Zongo et autres personnes. C'est très important parce qu'il y a des familles
qui sont amputés à vie. Allez, on va donc marquer la pause pour le journal et on revient juste après.